Maurice Bourgès Monory. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est l'homme qui a livré la bombe atomique à l'entité sioniste Israël. Alors je sais que la plupart des gens pensent que ce sont les États-Unis d'Amérique où je me trouve actuellement qui ont livré la bombe atomique à Israël. Eh bien non, c'est la France, le pays de lumière, les pays des droits de l'homme, le pays de l'école gratuite, le pays de la République. Mais c'est aussi l'allié historique de l'entité sioniste israélienne. Et c'est à cause de la France que l'entité sioniste israélienne sème la terreur au Moyen-Orient depuis 1948. Oui, c'est la France de M. Maurice Bourgès Monory, qui était ministre de la Défense en 1956, sous le gouvernement d'un homme que les Algériens connaissent, M. Guy Mollet. Guy Mollet, qui était l'équivalent du Premier ministre aujourd'hui, et qui avait été nommé en octobre 1956 président du Conseil. Et à l'époque, écoutez l'ironie de l'histoire, octobre 1956, il a été élu pour instaurer la paix en Algérie. Et d'homme de paix, il est devenu l'homme de la guerre. C'est à cause de lui que la guerre d'Algérie a été si atroce. C'est à cause de lui qu'un résident général du nom de Lacoste a été nommé ce qu'on appelait à l'époque un radical, un extrémiste. Car c'était tellement difficile de régler le problème de la guerre d'Algérie qu'un grand homme français, socialiste aussi, Pierre Mendès France, avait refusé d'être résident général en Algérie, et aussi l'ancien maire de Marseille, M. Gaston Defferre. Tous deux avaient refusé car ils savaient que c'était un véritable bourbier et que la seule solution c'était l'indépendance et non pas ce qu'on appelait à l'époque la pacification, c'est-à-dire l'usage extrême de la violence. Et ce terme-là, il fera date, car c'est exactement cette philosophie de la pacification, de l'usage extrême de la violence, que l'enfant terrible du Moyen-Orient, l'entité sioniste israélienne, a utilisé et utilise depuis 1948 grâce au maître français, dont Guy Mollet, est évidemment le symbole le plus important, car tous ces gens-là étaient socialistes, ne l'oublions pas. Alors, Guy Mollet, c'est le monsieur à gauche, là, le chef du gouvernement français, 1956. Et qui rencontre-t-il cette même année-là? Shimon Peres. Shimon Peres, vous savez qu'il était à la fois ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, Premier ministre et même président de la République. Et il a même, écoutez-moi bien, obtenu le prix Nobel de la paix. C'est extraordinaire. On est dans un monde quand même extraordinaire. Un terroriste, un homme de guerre qui, au bout de 30 ans, finit par obtenir le prix Nobel de la paix. Mais c'est ainsi que va le monde. Il n'y a pas de place pour la naïveté. Il n'y a pas de place pour la crédulité. Il n'y a pas de place pour les bisounours. Car la politique, c'est non seulement une science, mais c'est aussi et surtout un art. Et tout le monde ne peut pas faire de la politique, chose que les Algériens sont en train de découvrir depuis 2019, mais c'est une autre histoire. Alors, qu'est venu faire Shimon Peres en 1956 lorsqu'il rencontre le Premier ministre français socialiste, Guy Mollet? Il vient lui demander de lui livrer un réacteur nucléaire. En clair, une bombe atomique pour écraser tous les pays arabes qui entourent le nouvel État d'Israël, qui est, je le rappelle, la conséquence d'une résolution des Nations Unies en 1947 et qui a été créée donc le 14 mai 1948. Oui, la France
a livré la bombe atomique à l'entité sioniste israélienne pour mettre au pas les puissances arabes qui commençaient à émerger à l'époque, à la tête desquelles, évidemment, l'Égypte du colonel Nasser, l'homme qui a osé nationaliser le canal de Suez en juillet 1952 et l'homme qui a aidé fortement les combattants du FLN pour briser les chaînes du colonialisme français qui durait déjà en Algérie depuis 1830. Alors Guy Mollet, qui voulait absolument écraser la révolte nationaliste algérienne, n'a pas trouvé d'autre solution que de s'allier à Israël pour écraser Nasser, qui était considéré comme celui qui aidait militairement le FLN. Et à l'époque, vous le savez, un des grands représentants du FLN, c'était le fameux Ahmed Ait Ahmed, Hussein Ait Ahmed, Rabbi yarhamou. Donc la France, pour mettre fin à la guerre d'Algérie, a décidé de s'allier à Israël. Il y a eu ce qu'on appelle le protocole de Sèvres. Le protocole de Sèvres, c'est quoi? C'est une réunion secrète entre à la fois des officiels français, des officiels britanniques et des officiels de l'entité sioniste israélienne, pour imaginer un scénario qui consiste en 3 étapes. Première étape, Israël occupe la partie est du canal de Suez qui venait d'être nationalisé par le colonel Nasser d'Égypte. Deuxième étape, la France et l'Angleterre devaient dire à la fois à Israël et aux Égyptiens d'arrêter les combats. Bien sûr, les Français et les Britanniques savaient que l'Égypte n'allait pas arrêter puisqu'elle défendait son territoire. Je vous rappelle que à ce moment-là, donc le canal de Suez était vraiment sous la souveraineté de l'Égypte. Israël, comme il était convenu avec les Français et les Britanniques, décidait de se retirer, mais pas l'Égypte. Et la troisième étape, évidemment, les Français et les Anglais allaient bombarder, intervenir militairement en Égypte pour libérer le canal de Suez et ainsi permettre aux navires de marchands de poursuivre leur route jusqu'en Europe ou aux États-Unis. Voici le scénario qui a été imaginé en septembre 1956 pour briser l'Égypte et par conséquent mettre fin à la guerre d'Algérie afin que la France puisse continuer à coloniser l'Algérie et que l'Algérie continue à représenter 3 départements français. Donc c'est ce plan diabolique qui a été concocté en France, à Sèvres, en septembre-octobre 1956. Alors Israël, l'entité sioniste, a dit « Ok, je suis d'accord pour participer à cette opération machiavélique et diabolique à une seule condition, que la France livre la bombe nucléaire, la fameuse bombe nucléaire. » Et la France a accepté. Et qui a été l'initiateur, j'aimerais dire le représentant des intérêts de l'entité sioniste en France? C'est ce monsieur-là, Abel Thomas. D'ailleurs, il a écrit un livre en 1978 qui s'appelle « Comment Israël fut sauvé ». Alors, ce Abel Thomas est une figure assez remarquable. C'était à la fois l'adjoint du ministre de la Défense en 1956, en l'occurrence M. Boris Bourgès-Monory. C'est lui qui a convaincu et son ministre et M. Guy Mollet, que je viens de vous montrer, d'aider absolument l'entité sioniste contre les Arabes, contre l'Égypte, et ainsi mettre fin à la guerre d'Algérie. Et oui, vous savez, ce monsieur-là a une histoire assez particulière. Alors je vais un peu m'éloigner de la géopolitique pour aller dans la rubrique, on va dire, du bottin-modin. Alors ce monsieur Abel Thomas a rencontré Brigitte Bardot, la grande chanteuse, actrice Brigitte Bardot, qui était venue le rencontrer
pour éviter qu'un grand acteur français, qui était son ami à l'époque, Jean-Louis Trintignant, soit mobilisé dans la guerre d'Algérie. Il était en Allemagne et il ne voulait surtout pas aller mourir en Algérie, car il ne croyait pas à cette Algérie coloniale. Donc Brigitte Bardot est partie voir ce monsieur Abel Thomas pour, en clair, faire en sorte que Jean-Louis Trintignant ne puisse pas aller en Algérie. Mais comme pour l'histoire de l'opération de Suez, on ne donne pas un cadeau sans contrepartie. Donc M. Abel Thomas, l'homme qui a livré la bombe atomique à Israël, a demandé à Brigitte Bardot de faire quelque chose qui n'est pas très catholique. Alors Brigitte Bardot, on ne sait pas si elle a accepté ou refusé, en tout cas en tout état de cause, M. Jean-Louis Trintignant n'a pas fait la guerre d'Algérie grâce à Brigitte Bardot, et le hasard de l'histoire a voulu que 51 années plus tard, la femme du président de la République française, la femme de M. Sarkozy, Madame Cécilia Sarkozy, aurait, dit-on, fait la même chose au colonel Kadhafi pour obtenir la libération des 8 infirmières bulgares en 2007. Tout ça pour vous dire que parfois, derrière la grande politique, il y a des petites histoires qui relèvent plutôt de la logique des mœurs que des intérêts vitaux ou de la souveraineté des États. Donc, M. Abel Thomas a écrit un livre en 1978 pour dire pourquoi la France devait absolument livrer le réacteur nucléaire à l'entité sioniste israélienne et pourquoi la France, pas les États-Unis, la France, a débloqué un budget de 100 millions de francs de l'époque et a livré, ou s'est engagé à livrer, écoutez-moi bien, 270 avions de chasse, et le mot qui va venir vaut son pesant d'or, gratuitement. Donc non seulement la France a livré une bombe nucléaire à l'État, à l'entité sioniste, mais a gratuitement livré 270 avions de chasse, et notamment avec le constructeur Dassault qui, peut-être que vous ne le savez pas, est un cousin donc de culture hébraïque. Donc c'est bien la France qui a organisé l'aviation de chasse de l'entité sioniste israélienne pour mettre en place cette opération Suez qu'on appelle opération Kadesh à Tel Aviv pour détruire l'armée égyptienne et donc, par voie de conséquence, mettre fin à la guerre d'Algérie en rendant notre historique front de libération nationale complètement désarmé, car il n'allait plus bénéficier du soutien militaire de l'Égypte nassérienne. Donc c'est l'histoire qui n'est pas racontée, évidemment, dans les écoles de la République française, mais que les Israéliens se font un plaisir de raconter et de rappeler. Donc il y a un journal qui s'appelle Yediot Aharonot qui dit comment la France livra l'arme atomique à Israël. C'est pas moi qui le raconte, hein, ça date de 2003 et c'est partout dans la presse. Vous tapez sur Google ou Yahoo arme nucléaire Israël France et vous allez tomber sur une énorme littérature qui raconte pourquoi et comment la France des Lumières, la France de Macron, a équipé l'armée israélienne d'une formidable puissance nucléaire.
Et en même temps, pourquoi, depuis 1956, jamais il n'y a eu la paix dans cette région? Et le nec plus ultra, vous vous souvenez, Ergen, la France a fait ce qu'on appelle les essais nucléaires. Et d'ailleurs, j'avais écrit à François Hollande pour lui dire, c'est en 2015, je lui ai dit, il faut que tu nettoies un peu ce qui s'est passé à Ergen, car c'est tellement pollué que des centaines d'Algériens sont morts. Il m'a dit qu'il avait adressé le courrier au ministre de la Défense de l'époque, M. Jean-Yves Le Drian, mais évidemment, il ne s'est rien passé, car les Français sont les rois du blablatage, mais quand il s'agit de reconnaître leurs erreurs, ils préfèrent faire profil bas. Donc le nec plus ultra, c'est qu'au moment où la France faisait ses essais nucléaires à Ergen dans le désert algérien, écoutez-moi bien, des ingénieurs de l'entité sioniste israélienne étaient présents à Ergen pour voir comment ça se passait. Des essais nucléaires, oui, dans notre pays, en 1960. 61, il y avait des ingénieurs de l'entité sioniste israélienne qui étaient invités par cette France des Lumières, cette France de Macron, pour voir comment ça se passait, les essais nucléaires. Et c'est ce qu'a fait cette entité sioniste israélienne dans le désert du Negev. C'est là où ils ont installé la fameuse centrale nucléaire de Dimona, grâce à la France des Lumières, à la France de Macron. Alors, si vous n'avez pas tout ça en arrière-plan de l'actualité, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi le président français Macron refuse de reconnaître la création d'un État palestinien. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi le président français, M. Emmanuel Macron, refuse d'appliquer ou de respecter la décision de la Cour pénale internationale qui a délivré un mandat d'arrêt international afin que le génocidaire, le boucher de Gaza, soit traduit à La Haye. Donc vous ne pouvez pas comprendre cela si vous n'avez pas l'histoire des relations incestueuses entre la France des Lumières et l'entité sioniste israélienne des Ténèbres. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc le président Macron doit respecter ce qu'ont fait ses aïeux. Il doit respecter la fameuse rencontre entre Guy Mollet et Shimon Peres de 1956. M. Macron n'est pas libre, car s'il ne fait pas ce qu'on lui demande de faire, ben il sera éjecté comme un pilote d'un avion en flammes. Mais il ne le souhaite pas. Surtout qu'il est en situation délicate sur le plan de la politique intérieure. Alors M. Macron préfère demander à ses ministres d'amuser la galerie en parlant des accords de 68, en faisant arrêter des petits TikTokers, des petits influenceurs qui font la une des médias. Le Point cette semaine, c'est l'Express, extraordinaire. Alors M. Bruno Retailleau, bien sûr, qui apparemment est payé en tant que ministre d'État simplement pour faire un travail de gardien de la paix et aller repérer sur Internet des petits TikTokers qui embêtent la tranquillité d'esprit des Français qui ont livré la bombe nucléaire pour mettre au pas toute une région, la mettre à feu et à sang. Non, ça, il ne veut pas en parler. Non, il préfère arrêter les TikTokers. Et pourtant, depuis quelques jours, on entend que des agents du contre-espionnage qui dépendent de son ministère, à la DGSI, c'est-à-dire à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, auraient été suicidés. 2 agents qui dépendent de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur Bruno Retailleau. 2 agents français chargés du contre-espionnage ont été suicidés. Ça, il n'en parle pas. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur.
Ils préfèrent faire un travail de gardien de la paix et arrêter des petits tiktokers algériens pour salir l'image de l'Algérie, salir et humilier l'image de la nation algérienne et de l'État algérien. Mais il ne veut pas parler des 2 agents du contre-espionnage suicidés à Levallois et chez eux. Parce que c'est un peu plus délicat comme sujet, n'est-ce pas, monsieur le ministre d'État, monsieur le ministre de l'Intérieur? Alors, si je vous raconte toutes ces belles histoires, c'est au fond pour sensibiliser mes compatriotes algériens qui ont une affection, pas pour la France, car la France est un pays magnifique évidemment, mais pour l'État français, pour cette république laïque française, pour cette république républicaine, dirait-on tautologiquement. Cette république laïque et démocratique qui a permis à un État génocidaire de massacrer 50 000 Palestiniens à Gaza. Oui, ne l'oubliez jamais. Et enfin, le dernier mot, c'est pour nos frères marocains. Nos frères marocains sont en train de reproduire la même erreur stratégique que la France en 1956. C'est-à-dire que pour se débarrasser de l'Algérie, la France est alliée avec l'entité sioniste israélienne en lui livrant la bombe atomique et 270 avions de chasse, gratuitement. Et le Maroc, et vous savez que j'ai beaucoup parlé des bienfaits de Sa Majesté Feu Mohamed V, qui est très apprécié en Algérie. Ne l'oubliez jamais, il y a un grand boulevard à Alger qui s'appelle le boulevard Mohamed el-Khams. Donc, le Maroc fait la même chose. 70 ans après que la France, en signant les accords du diable avec l'entité sioniste israélienne. La même erreur. C'est exactement la même erreur. C'est que pour se débarrasser de l'Algérie, de notre beau pays, pour lequel 5,5 millions de martyrs se sont sacrifiés depuis 1830, la France et le Maroc se sont alliés à l'entité sioniste israélienne. Donc il y a un point commun entre la France et le Maroc, c'est la haine de l'Algérie. Et quand je parle du Maroc, je ne parle pas du peuple marocain. Vous savez que j'ai vécu 3 ans à Marrakech avec ma femme et mon fils, et j'ai une affection toute particulière avec le peuple marocain que je respecterai toujours. Mais je ne peux pas respecter ni l'État français de Guy Mollet, ni l'État chérifien de Bourita ou de Benkiran, qui, sans aucune gêne, sans aucun scrupule, sans aucune moralité, sans aucune valeur, sans aucune fraternité, sans aucune décence, s'allie à une entité sioniste génocidaire pour combattre, pour neutraliser, pour écraser un peuple frère, un peuple musulman, un peuple qui parle la même langue, berbère et arabe, et un peuple qui sera pour l'éternité son voisin. Car comme disait Napoléon, on pratique toujours la politique de sa géographie. Israël, l'entité sioniste israélienne, n'est pas le voisin immédiat du Maroc. Il est très très loin. Et souvenez-vous, ce que vient de vivre la France il y a quelques semaines, lorsque des agents de l'entité sioniste israélienne ont humilié 2 gendarmes français à Jérusalem, dites-vous bien que l'histoire se répète. Et il arrivera un jour où cette même entité
sioniste israélienne humiliera aussi des agents marocains. Car, comme la France, le Maroc aura commis ce qu'on dit dans la belle littérature française, un crime de lèse-majesté. Tahia al-Jazair, Allah yarham al-shuhada, et à très bientôt, Inch'Allah.